entendu ce petit choix musical pour votre arrivée, cher Frédéric, pour évoquer Albino Luciani. Oui. Albino Luciani, plus connu sous le nom de Jean-Paul Ier, quand il a été élu, effectivement, souverain pontife. C'était en août 1978. Et alors, carrière étonnante, parce que très courte pour un pape. On a plutôt l'habitude du contraire. Oui, absolument. Oui, 33 jours pour Albino Luciani, qui est un garçon, pardon de dire ça, mais un garçon qui est issu d'une famille extrêmement modeste. Son papa est ouvrier, il ne trouve pas trop de travail en Italie, il va émigrer en France où là il devient travailleur saisonnier, puis il décide de rentrer sur sa terre natale et là il va devenir assistant, ouvrier pour des maîtres verriers du côté de Venise et plus exactement à Murano, évidemment. Bien sûr. Murano. Ouais. Et puis sa maman est plongeuse, vous voyez, c'est un modeste métier, plongeuse, c'est-à-dire qu'elle nettoie la vaisselle dans un asile de personnes démunies, donc de pauvres comme on dit à l'époque, un asile de pauvres. Et c'est elle qui va lui donner, le pousser dans sa vocation religieuse. Et elle ne va pas lui donner sa vocation, il l'a en lui-même, mais elle va le pousser à faire des études qui vont lui permettre de progresser très vite. Il va devenir prêtre, évidemment, à l'âge de 22 ans, puis il sera nommé évêque, puis archevêque, et cardinal, archevêque, patriarche de Venise. Et là, Paul VI, qui l'a nommé cardinal, se dit, mais c'est un type formidable. Il ne sort pas le soir, il est pas là juste... comme tous les cardinaux. Comme tous les cardinaux. Comme tous les archevêques. C'est-à-dire qu'ils sont parfois assez mondains. Et Paul VI trouvait que cet Albino Luciani était un homme sérieux. D'ailleurs, il regrettait de ne pas le voir plus souvent à Rome. Pourtant, Venise-Rome, c'est pas très loin. Mais il ne venait pas parce qu'il était avec ses ouailles et il travaillait profondément. Alors, quand on apprend la mort de Paul VI, eh bien, évidemment, un conclave se réunit. 112 cardinaux. Il en manque 3 de moins de 80 ans, tous ceux qui ont le droit de voter. Il y en a 3, malheureusement, 2 qui sont dans des états physiques très difficiles et puis un qui est malade. Donc 112 cardinaux qui se rassemblent. Mais je vous propose de regarder des images et on va découvrir évidemment la fin du pontificat de Paul VI. C'est là où on apprend que le pape Paul VI est mort. Ça fait la une des journaux, évidemment, en Italie, mais dans le monde entier. Et Paul VI, qui est décédé à l'âge de 80 ans, en ce mois d'août 1978, après 15 ans de pontificat, il a marqué l'Église catholique par le concile qu'il a mené. Et puis, bien sûr, le conclave, je vous le disais, se rassemble. On voit cette fumée blanche qui apparaît. On se dit, ça y est, ça a duré combien de temps? Ça a duré un peu plus de 24 heures. 4 tours de scrutin, très exactement, avant que le monde entende ces 2 mots, habemus papam, nous avons un pape, c'est-à-dire qu'il a été élu, je vous le dis, au 4e tour, et c'est un certain Albino Luciani. Alors on vient de le dire, cardinal archevêque de Venise, mais voilà, un homme d'une douceur extrême qui va refuser tout ce qui est pompeux dans les quelques jours qui vont lui permettre de vivre et de se faire connaître. Il refuse le trône pontifical, mais déjà Paul VI avait déjà rejeté un petit peu cela. Et puis cette cérémonie d'intronisation, beaucoup plus modeste, sans tiare, vous savez, cette fameuse couronne à 3 étages que portaient les papes élus. Donc voilà, quelqu'un de très sobre. Et 33 jours plus tard, on apprend la disparition. Il est mort dans la nuit du 28 au 29 septembre 1978, Jean-Paul Ier, qui avait choisi pour la première fois un prénom composé. Ça n'existait pas dans la liste des papes, plus de 200 papes. C'était la première fois qu'il y avait un prénom composé. Il avait choisi Jean en l'honneur de Jean XXIII qui l'avait fait évêque et puis qu'il avait nommé évêque, et en l'honneur de Paul VI qui l'avait fait cardinal. Donc Jean XXIII et Paul VI donnaient Jean-Paul Ier. Et Jean-Paul Ier décède donc dans la nuit à 4h42. C'est sœur Vincenza qui l'accompagne depuis 20 ans, qui le trouve sans vie dans son lit. Donc le conclave se rassemble à nouveau, les mêmes cardinaux, puisque 33 jours plus tard, il ne pouvait pas en être autrement. Une fumée blanche apparaît. Là, c'est une nouvelle histoire, une nouvelle page qui se tourne, une nouvelle histoire, avec l'arrivée de Karol Wojtyła. Alors là, une vraie révolution. Complètement. Oui, c'est-à-dire qu'on avait eu la première, effectivement, avec Jean-Paul Ier, issu d'un milieu très pauvre, un peu comme François, le pape François aujourd'hui. Et puis le Polonais, cet homme très dur aussi. Oui, mais l'homme de l'Est aussi. Tout ça fait qu'au moment où le mur de Berlin disparaît, donc tout ça évidemment est très marquant, et il reprend le prénom composé de son prédécesseur en hommage juste à Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, mais aussi encore une fois
avec ce concile de Vatican II qui avait marqué les esprits, donc Jean 23, Paul VI, évidemment ce prénom composé de Jean-Paul. Alors, quatrième point, un cardinal à évoquer avec vous. Qu'est-ce qui aura finalement marqué, hormis j'allais dire, la durée de son passage au Vatican? Il a laissé une image. Alors, il a laissé une image d'homme beaucoup plus accessible que ses prédécesseurs depuis des générations et des centaines d'années. Et puis, il avait applaudi vous savez, aux accords de Camp David. Déjà, il était entré en politique. Alors, c'était pas le premier, puisqu'il y avait eu des papes pendant les guerres qui avaient agi. Mais là, on était en temps de paix. Et il avait dit qu'il avait apprécié cette réunion de Camp David avec, vous savez, cet accord voulu par le président américain et les chefs d'État palestiniens et israéliens. Merci beaucoup. Salut Jean-Seb, on commence avec le tennis. Oui, avec une nuit très perturbée donc à l'US Open. Figurez-vous qu'il a plu cette nuit à New York, il n'y a pas qu'à Roland-Garros qui pleut, vous voyez. Du coup, seuls les matchs qui se déroulaient sur le central ont pu se jouer jusqu'au bout et les Français, eux, ils n'ont pas pu terminer. Voici d'ailleurs quelques images. D'abord, ici avec Richard Gasquet, interrompu, effectivement, donc, alors qu'il en était à 1-7 partout contre l'Argentin Meyer. On voit ici le Français remporter la balle de premier set. Normalement, la suite, c'est ce soir pour tous les Français. Regardez maintenant Nadal, Raphaël Nadal qui a eu la chance lui de jouer sur ce fameux court central couvert, le court Arthur Ashe. Eh bien, il l'a emporté facilement contre le Serbe Lajovic en 3-7, 7-6, 6-2, 6-2. Le numéro 1 mondial qui est donc bien lancé dans cette US Open et donc qualifié pour le second tour. Qualification également, Laurent, de Roger Federer. Mais que ce fut dur. Le Suisse a eu besoin de 5-7 et de 2h37 pour écarter l'Américain Tiafoe. 19 ans seulement. 6-4 au cinquième. Ce qui est fou, c'est que le public américain était plus derrière Roger que derrière son compatriote. C'est ça, être une star. La classe. Voilà, exactement. Allez, grosse surprise en revanche chez les dames avec, regardez bien, l'élimination d'Angelique Kerber en haut de l'écran, 6e mondiale. Tenante du titre. Elle a été battue par la japonaise Osaka en 2-7, 6-3, 6-1. Grosse désillusion donc pour l'Allemande qui quitte New York. Ça passe en revanche pour la jeune Jelena Ostapenko. C'est elle qui avait gagné, vous en souvenez, Roland-Garros. La Lettonne s'est qualifiée cette nuit pour le deuxième tour en battant l'Espagnol Vecchino en 3-7, 6-2, 1-6, 6-1. Voici la balle de match pour Ostapenko. Et puis, une des dernières qualifiées de la nuit, Madison Keys, vous allez le voir. L'américaine, chez elle, à New York, évidemment, eh bien, elle a passé le premier tour en battant la Belge Elise Mertens en 2-7, 6-3, 7-6. On espère simplement qu'il ne va pas pleuvoir la nuit prochaine. Donc, beaucoup de Français, normalement, sur les cours. Du vélo, du judo et aussi de l'athlétisme. L'athlétisme avec effectivement le meeting de Zagreb, ça se passait hier soir. C'est l'une des dernières compétitions de la saison. Il n'y avait pas beaucoup de Français, mais il y avait quand même Mayedine Mekissi qui visait lui une perf sur 3000 mètres. On va voir ce qui s'est passé. Mayedine Mekissi donc sur la piste de Zagreb hier soir habituellement, mais il est plutôt spécialiste du 3000 mètres steeple. Il avait d'ailleurs terminé, on s'en souvient, 4e des derniers championnats du monde. Eh bien, il n'a pas réussi à décrocher une belle perf sur cette distance. Il a terminé loin de son record personnel. Seulement 9e donc à l'arrivée en 7 minutes 57 et 12 centièmes. Loin derrière ce garçon, l'Éthiopien Barega. Allez, du judo maintenant avec la suite des championnats du monde à Budapest. Pas de médaille hier encore. Première déception avec l'élimination de Kilian Leblouch en bleu ici au 4e tour des moins de 66 kilos. Le Français avait pourtant battu, vous voyez, ce Brésilien en 3e tour, mais il est éliminé. Et puis, autre déception pour Amandine Bouchard en blanc, cette fois la Française, a été battue en repêchage par la Russe Natalia Kuzikina, c'est pas facile, en moins de 52 kilos. Amandine qui visait le bronze dans sa catégorie, repart donc de Budapest sans médaille également. On peut viser le blond si elle veut. Ouais, non, mais le bronze, c'est mieux. Allez, la Vuelta, dernière image, Tour d'Espagne avec la 10e étape. Et cette victoire de Matteo Trentin au sommet de Murcie, une victoire acquise après 171 km. Trentin qui court pour l'équipe Quick Step. Au général, pas de surprise, c'est Christopher Froome qui reste leader de cette Vuelta. Allez, un petit cadeau, comme vous savez, nous en offrir de temps en temps pour terminer. Des sports insolites. Alors, vous connaissez ma passion pour les sports mécaniques. Oui, alors, je vais vous montrer un truc de fou. C'est un peu plus fou. Surtout, il faut être très costaud. Regardez. Ce sont des courses de camions. Un championnat d'Europe. Là, ça se passe à Budapest. Et franchement, regardez. Ces pilotes-là, ils se livrent, on va dire, de sacrées batailles. Ça frotte, ça double. Voilà. Ça sort aussi. Alors, c'est pas facile. C'est très lourd, les camions, quand même. Quel spectacle quand même à l'arrivée. Le plus costaud gagne évidemment. Et le plus costaud, eh bien, c'est lui, ici à l'image. Allez, pour finir, une image qui nous vient d'Angleterre. Le dimanche, voilà ce qu'on fait en Angleterre. Ça s'appelle du box sporkling. Alors c'est quoi ? Il s'agit de parcourir 60 mètres avec un masque et un tuba dans un petit canal. Sans nager, Laurent, sans nager, juste par impulsion.
Il faut dire qu'on ne voit pas non plus grand-chose. L'eau, elle n'est pas franchement claire. Hein. C'est pas les Caraïbes. Parfois même, regardez, quand on court, on est suivi par l'ami, le fidèle ami, le chien. Par le clébard du voisin. Merci. Voilà. On enchaîne avec l'actualité de l'emploi. Je vous le disais ce matin, on va parler d'une catégorie particulièrement touchée par le chômage. Je parle des seniors. On voit tout cela avec Sophie Pignal. Nous sommes tous amenés au cours de notre vie professionnelle à changer d'employeur, voire à changer de métier. Mais sommes-nous bien préparés ? J'ai voulu écrire un livre parce que j'étais très en colère. C'est un livre qui a été écrit en 10 jours et 10 nuits. J'étais très en colère de ce qui arrive aux seniors. Quand je me suis retrouvée au chômage, je me suis retrouvée toute seule. Ça faisait 10 ans que j'étais dans l'entreprise, 10 ou 11 ans. J'étais pas du tout préparée à aller chercher un emploi, moi. Donc j'étais dans un ronron, dans quelque chose de confortable. Et là, on me demandait de sortir de ma zone de confort. Et puis les choses avaient changé. Les choses avaient vraiment évolué. Je n'avais pas compris que lorsque je répondais à une offre d'emploi sur Internet, par exemple, sur des sites de recherche d'emploi, j'avais pas compris qu'un robot pouvait prendre les mots clés, par exemple. Donc moi, je répondais comme si je répondais dans le temps, quoi. Dans les années 80, en fait. La manière de rechercher un emploi évolue sans cesse et parfois les seniors n'ont pas les codes pour être efficaces. J'ai quand même rencontré des recruteurs et je me suis aperçue que le vocabulaire n'était pas le bon. Alors ils utilisaient des mots comme benchmarking ou le corporate, le N+1, les workshops, force de proposition, des mots comme ça qui pour moi ne voulaient rien dire, ça n'évoquait absolument rien. La difficulté de l'âge se manifeste en recrutement par des recruteurs plus jeunes que soi, qui m'ont un peu malmenée, je dirais. Une première fois, on m'a dit comment pourrais-je vous faire des remontrances, vous avez l'âge de ma mère. Une autre fois, est-ce qu'on pourra vous appeler mamie? Alors c'était dit gentiment, mais quand même. Ma réaction par rapport à ça était à la fois de la tristesse, de la peur, de la colère, parce que âge ou pas âge, il faut que je travaille. Si le CDI reste l'objectif numéro 1, d'autres modes de travail doivent aussi être envisagés, comme par exemple l'intérim, le travail à temps partagé, le portage salarial ou encore la création de sa propre activité. J'ai bien compris maintenant que le CDI, c'est difficile d'en trouver un. Il faut donc que je trouve un CDD. J'ai créé un blog qui marche bien, où je réalise des enquêtes, des interviews, etc., des récits de vie. Et donc là, je me dirige vers un métier d'écrivain public et de biographe familial ou d'accompagnement à l'écriture. D'un mal peut naître un bien. Ce livre m'a permis vraiment de faire autre chose de ma vie. Face à ces situations difficiles, le seul conseil à donner est peut-être de ne pas rester isolé. De nombreuses associations aident les seniors à retrouver un emploi. Alors, impossible de les lister toutes, mais sur le site internet de Télématin, nous avons noté quelques adresses. Voilà, on va filer à Rome, rejoindre François Baudonnet. Salut François, à Rome où ces jours-ci, il fait encore très très chaud. Alors pour commencer la soirée, quand il fait justement un peu plus frais, les Romains, comme tous les Italiens d'ailleurs, prennent l'apéritif. Mais l'apéritif, en Italie, c'est bien plus qu'un simple verre de vin avec quelques cacahuètes ou autres gâteaux. Non, c'est une tradition. Que dis-je, François? C'est une véritable institution? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, l'apéritif en Italie, c'est une véritable institution. Alors ce qui est étonnant, c'est que nous les Français, on ne connaît pas cette habitude de nos amis italiens. On va dire que c'est un peu l'équivalent italien des tapas espagnols. Mais si les Italiens m'entendent, ils vont bondir parce que ça n'a quand même rien à voir. Sauf que ça se passe au même moment, effectivement, en début de soirée, 18, 19h, donc dans une douzaine d'heures maintenant. Les Italiens se mettent en terrasse au moment où la fraîcheur arrive. Et regardez la suite, c'est un reportage qui a été réalisé à Rome par Laura Tositi. Quand, le soir venu, le soleil commence enfin à épargner la ville écrasée de chaleur, les Romains se retrouvent en terrasse pour une tradition qu'aucun Italien ne voudrait voir disparaître, l'aperitivo. Une boisson, bien sûr, mais accompagnée d'amuse-gueule, un moment unique de convivialité.
L'apéritivo, c'est une bonne excuse qui permet à la fois de manger et de boire pour un prix modique et surtout de se réunir, de se retrouver. En fait, c'est un mode de vie. Pour une dizaine d'euros seulement, l'apéritivo, c'est un buffet à volonté. Pâtes, pizza, mortadelle, focaccia. Bref, l'Italie dans son assiette avant même de dîner. On mange des petites choses, en buvant un peu bien sûr. Et c'est une façon d'être ensemble. La star de l'apéritif à la mode italienne, c'est le spritz, un cocktail que la France a adopté, mélange de prosecco, d'eau pétillante et de liqueur amère. Alors, on commence par du prosecco, une jolie rasade, du soda et ne pas oublier la rondelle d'orange pour décorer le tout. Santé. L'apéritivo, plus qu'une tradition, un art de vivre. La dolce vita des débuts de soirée, pour tout le monde, sans exception. Et donc François, si je comprends bien, la coutume de l'apéro en France, ça vient de chez nos cousins italiens. Alors en tout cas, les Italiens estiment, et ils ont raison, que cette tradition est une tradition bien de chez eux. Mais il faut remonter, Laurent, encore bien plus loin, puisqu'en fait, il se dit que c'est Hippocrate, vous savez, Hippocrate, le médecin grec, du serment d'Hippocrate, le serment des médecins, qui aurait inventé au IIe siècle avant Jésus-Christ le premier apéritif. Et puis les Romains également avaient buvé un apéritif, c'était un vin avec du miel et de l'ambroisie. Ils croyaient que l'ambroisie avait le don de donner l'immortalité. Et puis au XVIIIe et au XIXe siècle, eh bien, l'apéritif s'est développé beaucoup ici en Italie. Ça fait donc de nombreuses années, voire des siècles, qu'on boit derrière moi ici à Rome un apéritif en début de soirée. Oui, on a bien dit le serment d'Hippocrate, pas le sarment d'Hippocrate. Alors justement, merci, c'est adorable de nous offrir cette vue splendide ce matin sur Rome. Vous êtes où, vous, exactement ? Alors on est en fait au bord du parc de la Villa Borghese, pour ceux qui connaissent, et en fait au-dessus de la Piazza del Popolo, la place du peuple. Et puis vous le voyez, eh bien, on a une vue sur tout Rome. Vous avez aperçu tout à l'heure le Vatican, et là vous apercevez les toits de Rome et le soleil qui est en train de se lever ici à Rome. Merci François, et notamment pour cette belle image. Passez une très belle journée. Alors oui, Chanchon, mon patou, ce matin, qu'est-ce qu'il va pas ? Oui, bonjour déjà, malgré tout, mais bon. C'est vrai que beaucoup de petites choses ce matin, mais rien non plus qui m'ait fait grimper au rideau. Alors j'aurais pu vous parler de ces jobs de surveillant de lycée, de gardien de musée ou d'employés de bibliothèque, qui sont autant d'emplois aidés, dont le Parisien estime ce matin qu'il est regrettable qu'ils soient menacés. J'aurais pu m'attarder sur le fait qu'enfin Emmanuel Macron ait osé parler de terrorisme islamiste, ce dont se réjouit le Figaro ce matin à la une. J'aurais pu faire un parallèle entre les déclarations d'Angela Merkel et quelques-unes des réalités auxquelles est confrontée l'Allemagne. Par exemple, ce matin, la chancelière dit dans Libération que ce qui lui importe, c'est de donner une forme humaine à la mondialisation. Et puis vous passez de Libé à la Croix et vous tombez sur une remarquable enquête sur les oubliés de l'économie allemande. C'est quelques 900 000 retraités contraints de travailler pour compléter une pension rachitique. Voilà, j'aurais pu en faire des choses, mais j'ai choisi d'en revenir, Laurent, à l'essentiel. Le plus important, l'opium du peuple. Non, le sport. Le foot. Alors je sais, c'est un peu provocateur, mais bon, on ne se refait pas. Le foot passionne, le foot agace, le foot fait parler, le foot fait vendre, et tout ça est parfaitement résumé dans ce dessin de Willem dans Libération. Les joueurs sont millionnaires, mais le foot restera toujours le foot. Alors, à propos de joueurs millionnaires, grosse enquête du Figaro sur le sujet ce matin. Une enquête signée Laurent Louette qui d'entrée remet les choses dans leur contexte. Le marché des transferts, qui d'ailleurs ferme demain soir à minuit, a atteint les plus hauts sommets du plus grand n'importe quoi cette année. 3 joueurs ont explosé les compteurs. Le Brésilien Neymar, acheté 222 millions d'euros. Le Français Mbappé, acheté 180 millions d'euros. Et un autre Français, Dembélé, acheté 150 millions d'euros. Et encore, ce ne sont là que les montants des transactions. Je ne vous parle pas des salaires, ou plutôt si, je vais vous en dire un mot. Neymar, il gagne 3 420 euros par heure.
pas par heure travaillée, hein, par heure qui passe, comme ça. Quand il dort, il palpe. Tout ça fait dire à Jean-Pierre Bernès, le roi des agents des footballeurs, qu'on est dans l'irrationnel et que le foot a perdu ses repères. Alors je le cite ce matin, il dit on laisse faire n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. Et Dieu sait si Bernès s'y connaît en n'importe quoi, même s'il est aujourd'hui rangé des voitures, on ne va pas reparler d'une vieille affaire. Bon, c'est vrai que tout ça sent la bulle financière. Pour que Paris achète Neymar, il a fallu que l'argent du Qatar remplisse les caisses de Barcelone, que Dortmund a immédiatement vidé en échange du transfert de Dembélé. Ils ne sont pas nombreux, hein, ceux qui dénoncent cette inflation artificielle. Parmi eux, Jean-Michel Aulas, le président de Lyon. Alors, c'est vrai qu'il a moins d'argent, donc il a beau jeu de le faire. Il parle ce matin de risques majeurs, de dérégulation. Il emploie des mots sans équivoque dans l'équipe, mais il faut reconnaître qu'il prêche un petit peu dans le désert. D'autant que le public n'est pas exempt de tours proches dans cette affaire. Alors pour vous en convaincre, je vous renvoie à la lecture du Figaro ce matin. La démonstration est limpide. Le PSG est entré dans la spirale du recrutement dès 2012 avec, rappelez-vous, Ibrahimovic. Coût du transfert, 20 millions d'euros. Une pécadille. À l'époque, le PSG avait 1 million de fans sur Facebook. Aujourd'hui, 31 millions de fans. 31 millions dont 90% proviennent de l'international. Neymar, il a 60 millions de followers sur les réseaux sociaux. Alors le PSG peut espérer en récupérer 5 ou 10 et établir ainsi un levier économique porteur en étant au cœur de la connexion entre son audience et des annonceurs. Et c'est comme ça que les grands clubs font sauter le verrou de la territorialité et portent leur marque à l'international. Lirez-vous dans Le Figaro. Voilà, je termine en disant quand même que le foot, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est aussi un jeu. C'est même un sport. Et demain, il y a un match important. France-Pays-Bas, c'est la une de l'équipe ce matin. Et là, on verra si Mbappé vaut les 180 millions d'euros qu'il a coûté. Merci. Ben oui. Et oui, notre maillot jaune est en tête du peloton, Sylvie Aligard. Bonjour, ma Sylvie. On va on va s'intéresser au travail d'un designer français qui a plusieurs cordes à son arc, d'une part. C'est pour ça aussi qu'il vous a intéressé, parce qu'il travaille dans différents domaines, la distribution, etc. et autres. Et puis, il a signé une série d'objets dédiés aux plus célèbres des musées parisiens, en tous les cas, sinon de France. Oh bah, on pourrait même dire du monde. Allez, on y va. Un des grands musées. Oui, surtout maintenant, on est à Lens, on est... Bah oui, non, mais carrément. Entre Alors, ce qui est un petit peu inhabituel, c'est qu'un musée demande à un designer de... Oui, ça vous fait mal aux yeux? Ah ben, j'ai très mal aux yeux, je prends des lunettes de soleil. Oui. Qu'un musée demande à un designer de signer une ligne d'objets touristiques. Vous savez, c'est pour dans les boutiques, avant dans les souvenirs, exactement. Alors, il y a eu appel d'offres et le designer dont on parle, il s'appelle Sam Baron. Et Sam Baron, vous le disiez, il est protéiforme, comme cette espèce de vague French touch qu'on a, qui fonctionne extrêmement bien, et en France et à l'étranger, qui s'exporte très bien. En plus, Sam, il est à la fois directeur artistique d'une marque où il fait des objets de déco, une marque de grande distribution par Internet. Il est quand même directeur de création pour une grande marque italienne sur un laboratoire de recherche et de design. Enfin bon, voilà, il est là où on ne l'attend pas et là où on l'attend aussi. Alors, sur les objets du Louvre, eh ben, il n'était pas attendu et c'est inattendu. Regardez. On peut dessiner un vase dans sa vie, et après on peut dessiner la table sur laquelle on met le vase, et après la cuisine autour. Pour moi, c'est toujours un petit peu la même façon, c'est voilà, de me dire c'est quoi l'histoire qu'on peut raconter, c'est quoi le point de vue moderne, c'est quoi les portes qu'on peut ouvrir pour que ça respire encore plus la modernité et que ça donne une longévité. Parce que le boulot du designer, c'est de transformer l'identité et les désirs et la vision d'une marque pour le servir jusqu'à la table du client final qui va, lui, être le consommateur. On a 3 collections qui racontent ces 3 façons de voir le Louvre. Une qui sort maintenant, plus institutionnelle, qui reprend la pyramide du Louvre et la pyramide inversée. Et donc on retrouve sur les objets toujours ces 2 pyramides qui se renvoient l'une à l'autre. La condition que j'avais, c'était celle de visiter le Louvre sous plusieurs angles pour vraiment vivre l'expérience du Louvre et se dire, voilà, si quelqu'un doit partir avec un souvenir, une mémoire, un objet qui caractérise le musée du Louvre, qu'est-ce que ça peut être et qu'est-ce que moi je vais pouvoir dessiner, raconter.
Le fait de travailler avec une institution pourrait sembler limitatif, mais en fait, on se rend compte que, comme c'est un propos assez nouveau pour un musée, d'appeler un designer pour avoir un regard assez contemporain et frais, ce qui est une chose que les Anglais font déjà depuis très longtemps, les Américains aussi. Et c'est vrai qu'en France, le monde des objets de musée, c'est souvent un peu gadget et c'est quelque chose d'assez classique, formaté. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir une page assez blanche, leur montrer des choses qui n'étaient pas complètement uluberlues pour eux. Les objets qui sortent permettent vraiment de raconter ma visite au Louvre, ma vision du Louvre. Pour l'automne, on a continué la collaboration avec un grand VP6, magasin en ligne de mode et de maison. On a dessiné toute une collection qui s'appelle Recevoir. Et là, c'est toujours dans l'esprit de construire une histoire qui permet de montrer comment le design, au quotidien et à travers des marques qui sont très accessibles, permet aussi d'apporter une nouvelle valeur, c'est-à-dire le style français, très accessible, ça existe. Le style français dessiné par des designers, c'est possible. Des qualités de fabrication qui sont complètement respectables, c'est aussi possible. Et ça, c'est un défi de designer. Baron, ça me parle, mais le sujet, je vais dire, est en or pour lui, hein, quand même. Oui, c'est vrai, le sujet est en or, mais il aurait pu en faire n'importe quoi. Il n'en a pas fait n'importe quoi. L'inspiration, effectivement, un grand architecte sino-américain qui a fait la pyramide s'appelle Pei, qui a, on va dire, transformé le visage de Paris et du Louvre. Oui, il est parti de ça, mais il a eu la bonne idée. Et en fait, le designer doit avoir la bonne idée. Et nos designers français ont de très bonnes idées. C'est pour ça qu'ils marchent aussi bien en France qu'à l'étranger. Continuons à les faire travailler. Les grandes marques, allez-y. Merci d'avoir apporté ce petit rayon de soleil. C'est l'heure des cas de vérité. Caroline, bonjour. Bonjour. Et vous êtes, je viens de l'apercevoir, avec Pierre Laurent. Et oui, je suis avec Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français. Il est avec son parti en convalescence. Les relations sont tendues avec les Insoumis de Mélenchon. Il lui reste à parler aux autres gauches. Et vous savez quoi, quand on lui parle d'Emmanuel Macron, le rouge lui monte aux joues. Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Est-ce que vous regrettez déjà François Hollande ? Non. Non, je me suis battu pour une alternative à François Hollande. Celle qui est arrivée n'était pas celle que je souhaitais, comme vous le savez. Donc nous sommes dans une rentrée de combat parce que toutes les mesures annoncées cet été nous annoncent à nouveau le redoublement de l'austérité et de la déréglementation sociale. Donc évidemment, on ne peut pas se satisfaire de ça. Mais si on compare par rapport au précédent quinquennat, vous trouvez que c'est un gouvernement sans caricature, plus à droite, plus libéral, dans les mesures qui ont déjà été annoncées ? Il accentue encore dans la même direction. C'est typique avec les ordonnances sur le Code du travail qui sont la prolongation directe et l'amplification de la loi El Khomri. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a entendu ces jours-ci avec le MEDEF qui encourage le gouvernement à plein poumon pour continuer dans cette direction qui va déréglementer le contrat de travail d'à peu près tous les salariés. On va venir sur le MEDEF, mais un mot quand même sur la réponse du gouvernement à ces critiques qui sont formulées, qui dit « Nous, on a été mandatés, on a été élus pour transformer le pays ». C'est aussi l'attente des Français. Est-ce que vous croyez que les Français sont prêts à cette mutation ? Est-ce que c'est pour cela qu'ils ont voté ? Mais du discours à la réalité, il y a toujours un moment de vérité. Et les Français vont découvrir. Le gouvernement a fait beaucoup de communication cet été, mais sans donner tous les détails de la loi. Nos parlementaires ont fait un gros travail de révélation des ordonnances. Mais jeudi, la conférence de presse qui va révéler la nature du texte sera importante parce qu'elle va permettre à chacun de mesurer les reculs qui sont programmés dans les ordonnances. Et je pense, il y a d'ailleurs des enquêtes d'opinion qui sont publiées, la majorité des salariés sont aujourd'hui opposés à ce qui est contenu, ce qui s'annonce dans les ordonnances. Ce qui s'annonce, on ne le sait pas. Vous ne l'avez pas lu, le texte. On sait des choses. On sait que, par exemple, on va multiplier les possibilités de déroger à la loi et même aux accords de branche et de faciliter en matière de rémunération, en matière de renouvellement des CDD, en matière
de mise en cause des primes, d'un certain nombre de primes salariales, donc du pouvoir d'achat, on va pouvoir multiplier les dérogations dans les entreprises. Et tout ça, dit le gouvernement, c'est pour créer de l'emploi, pour relancer la machine, pour donner aux entreprises envie d'embaucher, que ce soit plus simple, que ce soit plus flexible. Mais non, justement, il n'y a pas de politique d'emploi. Le gouvernement prend tout à l'envers. Il nous refait le coup. Si on flexibilise l'emploi et si on le précarise, ça va aller mieux. Et les patrons vont embaucher. Non, c'est les dividendes qui vont monter. D'ailleurs, les chiffres qui viennent d'être publiés montrent qu'on a à nouveau des chiffres records de profit. Mais il n'y a pas de politique d'emploi. Au contraire, en matière d'emploi, les annonces du gouvernement sont catastrophiques. La mise en cause la suppression de 293 000 contrats aidés, c'est catastrophique. On devrait faire l'inverse. Il faudrait pérenniser, sécuriser ces emplois. Laurent, ça fait 30 ans qu'on fait des emplois aidés, ça n'a pas permis de résoudre le chômage et d'imposer et de faire en sorte que ce soit des emplois pérennes. Là aussi, c'est le discours du gouvernement qui dit qu'il faut changer de méthode. Oui, mais justement, gardons-les et prenons des mesures pour former ces contrats aidés, pour les pérenniser. Là, c'est pas ce qu'on fait, on les supprime purement et simplement. Vous avez l'air inquiet de ce qui va se passer jeudi, mais FO, qui était pourtant très en amont sur la bataille contre la loi El Khomri à l'automne dernier, et la CFDT ont l'air plutôt sereins en disant au moins sur la méthode, on est concerté, on est écouté. Oui, ils disent ça, mais ils disent en même temps, on attend de voir le texte. Parce que tous les syndicats l'ont dit, même quand ils ont été reçus il y a quelques jours, on ne leur a toujours pas donné le texte. Donc jeudi, ce sera important. D'ailleurs, nous, je l'annonce, on fera à 16h sur le Facebook du PCF une émission en direct qui sera en quelque sorte une contre-conférence de presse. On veut commenter en direct la conférence de presse que fera le Premier ministre pour justement essayer de donner le maximum d'éléments sur le contenu précis des ordonnances. Vous avez l'air de laisser penser que le diable se niche dans les détails et qu'il faudra être vigilant sur l'ensemble du texte, c'est ça? Absolument. On sait très bien qu'entre beaucoup d'effets d'annonce et la réalité de ce qui va être écrit dans les articles, c'est ça qui compte. Donc il faut être extrêmement vigilant et mobilisé. On peut imaginer que le MEDEF soit mécontent jeudi après-midi quand on entend Pierre Gattaz qui dit attention, il ne faudrait pas que le gouvernement cale devant les réformes. Le MEDEF nous fait toujours le même coup. Hein. C'est-à-dire que c'est Monsieur Plus, Gattaz. À chaque fois qu'il en obtient, il fait mine d'être mécontent pour obtenir. C'est le jeu syndical, ça. Oui, d'accord, mais bon, on n'est pas obligé d'être dupe de ce cinéma. Bon, vous avez le choix. Vous avez le choix, en réalité, entre deux manifestations, le 12 septembre ou le 23. Vous irez avec la CGT ou avec Jean-Luc Mélenchon? Non, moi, je n'ai absolument pas le choix, comme vous dites. Moi, je réfléchis autrement à ça. Il y a des étapes à franchir. Le 31 août, travail de révélation sur les ordonnances. Le 12 septembre, la mobilisation syndicale. Ce sont les syndicats qui sont à la manœuvre, mais nous avons une responsabilité pour les aider à réussir. Et ensuite, la fête de l'humanité, le 15, 16, 17 septembre. On va mettre l'ensemble de la fête de l'humanité à la disposition de ceux qui veulent se mobiliser, débattre des ordonnances, mais aussi des alternatives à cette politique. Et ça sera un nouveau grand rendez-vous de mobilisation, très important, la fête de l'humanité, parce que la jeunesse y est massivement présente. Vous essayez de mobiliser la jeunesse contre la loi travail, c'est ça? On prend les choses dans l'ordre et on verra. C'est ça que vous expliquez? Vous essayez de mobiliser la jeunesse contre la loi travail? Il faut qu'elle se mobilise? On sait que l'entrée en scène de la jeunesse dans la mobilisation sur la loi travail a été très importante. Donc je pense que la fête de l'humanité, ça peut être le lieu de convergence entre le monde syndical et la jeunesse. Et le 23 septembre, vous y serez aux côtés de Jean-Luc Mélenchon? On va prendre les choses dans l'ordre et puis on verra. Moi, on peut mettre des mots sur votre relation, c'est peut-être pas le bon terme, relation politique avec Jean-Luc Mélenchon. Vous en êtes où? Écoutez, on a mené chacun à notre manière la bagarre avec les deux groupes, celui de la France Insoumise et le groupe des députés communistes au Parlement. On continue, on mène des batailles convergentes. Il faut progressivement reconstruire. Après, politiquement, on n'en est pas là encore. Vous regrettez d'avoir calé vos pas dans les siens pour la présidentielle? Non, pas du tout, parce que dans les faces justement à ce que nous voulions changer, il fallait offrir une alternative et Jean-Luc Mélenchon était à ce moment-là le choix qui permettait de le dire. Merci beaucoup Pierre-Laurent. Merci à vous. C'est à vous Laurent. Merci. Et oui, ma chère Laurence, vous faites partie des champions. On va effectivement parler sport et nutrition, parce que quand on fait du sport, que ce soit au niveau ou pas, il ne faut pas se nourrir n'importe comment. Or, il y a pas mal d'idées reçues là-dessus. Et il y a moyen de s'informer avec des stages. Oui. Et les grands sportifs eux-mêmes, parfois, ne sont pas très bien informés. Donc, il y a des associations, notamment un fonds de dotation qui est très actif dans l'innovation sociale, qui s'est associé à un médecin cancérologue spécialisé dans la nutrition pour dire, voilà, on va vous apporter
apprendre. On va apprendre notamment aux athlètes de haut niveau à bien manger. Et souvent, ils font des erreurs incroyables, les sportifs de haut niveau. Les anciennes règles ont toujours la vie dure, comme manger des pâtes. Ah oui, beaucoup de On pâtes. croit que ce sont des sucres lents. En fait, non, les pâtes blanches cuites sont des sucres rapides. C'est pour rectifier ces idées reçues donc qu'ils ont organisé, notamment à Paris, des stages avec un grand chef, et pas n'importe qui, c'est Thierry Charrier, qui est quand même le chef du ministère des Affaires étrangères, et ils se sont tous unis pour promouvoir l'alimentation de qualité pour les sportifs de haut niveau, et c'est bien sûr valable pour nous aussi, les petits sportifs, on va dire. Et vous allez voir qu'il y a du travail. Ils ne sont pas tous très très bien informés, ces athlètes. Regardez. Il faut se centrer et diminuer sa consommation de gluten, c'est tout de même important. Pour ceux qui ont des problèmes digestifs chroniques, qui sont toujours ballonnés, mais ça vaut le coup d'essayer d'arrêter. Voilà. Alors l'alimentation du sportif, c'est une alimentation à prédominance de végétaux, basée sur une grande quantité de fruits et de légumes. Ensuite, les légumes doivent toujours être accompagnés de protéines, ou de céréales, ou de légumineuses. Donc ce soir, on va faire un velouté de courgettes au jus de moule avec un pain perdu. Ensuite, on a un cabillaud cuisson au lait de coco avec une purée de patates douces. Et pour finir, on aura une minestrone de fruits avec un smoothie aux fruits exotiques et une petite tuile à la banane. Alors lors de cette conférence, j'ai appris beaucoup de choses. Tout ce qui est cancer, par exemple, vient de notre alimentation, en partie. Donc c'est vrai que tout ce qui est sucre, tout ce qui est mauvais gras, les mauvaises huiles, pouvaient jouer sur notre corps en fait. Donc comme on est dans le sport, en fait, ce qu'on mange c'est notre carburant. Et c'est vrai que c'est très important d'y faire attention. On a un tout petit peu d'huile de colza, on l'a fait snacker. Donc si vous prenez une poêle anti-adhésive, il y a vraiment très peu de colza à mettre à l'intérieur. Donc là on est vraiment sur quelque chose qui est très light. Il est préférable de diminuer les sucres qui ont un index glycémique élevé, comme le sucre blanc ou les aliments style les barres chocolatées par exemple. Les farines blanches également, parce que leur index glycémique est très élevé, puisqu'elles sont raffinées. Ça fait des pics d'insuline qui sont quand même assez préjudiciables à la santé. Souvent, c'est accompagné d'un sentiment de fatigue et de mal-être. Pour ce qui est du sucre, je l'ai à peu près banni de tous mes repas, que ce soit au petit déjeuner ou pour sucrer un yaourt. Et je me sens mieux, je me sens plus légère sur la piste, puisque moi je fais de l'escrime. Et je sens que j'ai moins cette envie de manger derrière, en fait, surtout c'est ça. Parce que l'apport de sucre apporte une autre envie de sucre ou une autre envie de nourriture. Le sportif a besoin de recharger ses stocks de glycogène après les compétitions ou après des entraînements. Le glycogène, c'est la réserve que l'humain a en sucre. Pour cela, il peut consommer des glucides à index glycémique lent, notamment des légumineuses ou des céréales complètes ou des fruits secs. Alors j'ai appris que par exemple, tout ce qui concerne les pâtes blanches, le pain blanc, la farine blanche, c'était des féculents mais se comportaient comme du sucre. Donc justement, c'est à éviter, il vaut mieux privilégier tout ce qui est complet. Et là, on a mis, donc c'est pareil, il y a... Ce que je pense qu'il faudrait que je fasse, c'est baisser l'apport en viande rouge. Parce que je mange que ça, moi, en fait. Mais ce que j'ai appris, c'est pas bon pour le corps. Je vais essayer de rajouter de la viande blanche et des légumes. Donc essayer de faire en sorte que mon alimentation soit plus saine. C'est du lourd, hein, côté idée reçue, Laurence. Ah ben oui, parce que notamment, on pense quoi? Que les sportifs doivent manger des protéines, de la viande, du poisson, etc. Or, les protéines, c'est quelque chose d'acide. Et il faut lutter contre l'acidité parce que les légumes et les fruits sont beaucoup plus accessibles et beaucoup plus conseillés parce qu'un entraînement intense chez les sportifs entraîne énormément d'acidité du sang. Et ça, on ne sait pas. Bon, ça. Votre sang s'acidifie quand vous êtes confronté à un entraînement de haut niveau. Et comme les protéines, c'est acide, mieux vaut les limiter. Il faut en garder pour limiter la fonte musculaire, évidemment, mais il faut privilégier les fruits et les légumes, de même que les bonnes huiles, huile de colza et huile d'oméga 3. Pourquoi? Parce qu'il faut bien sûr lutter contre l'inflammation. Et les oméga 3, notamment l'huile de colza, l'huile de noix, permettent de lutter contre l'inflammation, à l'inverse de tout ce qui est oméga 6. Et on en trouve où des oméga 6 dans les viandes industrielles. Donc, premier enseignement pour les sportifs, limiter les protéines. Du verre, oui, mais attention au dosage. Exactement. Merci. Alors, on va retrouver Olivia, puisqu'elle est en train, vous le savez, de pianoter là, sur son clavier pour nous, de surfer. Et effectivement, sur le web, j'ai bien l'impression qu'après le bien-être du corps, vous avez trouvé l'intérêt des Islandais pour
pour le bien-être de la planète, en fait. Oui, parce que l'Islande, elle est un peu victime de son succès. En 20 ans, le nombre de touristes, il a été multiplié par 10. Alors, la hausse de fréquentation, évidemment, elle n'est pas sans conséquence sur la conservation des sites naturels. Mais les 300 000 habitants, ils ne comptent pas laisser les visiteurs abîmer leurs merveilles. Du coup, cet été, il y a une campagne qui a été lancée par le ministère du Tourisme, assez originale. En fait, c'est le serment islandais. Ce serment, les futurs visiteurs sont invités à aller le signer sur Internet et surtout à le respecter, à voyager de manière éco-responsable. Voilà, il y a tout un tas de commandements à respecter. Voilà, ça c'est un peu pour le côté communication amusant, mais derrière, il y a plusieurs choses qui sont envisagées comme une hausse de la TVA, des licences à payer. C'est pas mal d'anticiper finalement, parce qu'après on se retrouve comme Venise qui étouffe et ses habitants avec. Voilà, l'Islande n'a pas envie de se retrouver dans cette situation-là. Encore une question de dosage, décidément, et pourtant l'Islande, c'est si beau. Et à cette saison notamment, avec le avec Frédéric, c'est Actu Plus et on va s'intéresser à la Turquie parce que ce pays a connu beaucoup de révolutions, de coups d'État le siècle dernier. Dernier coup d'État en date, c'était il y a un peu plus d'un an, Exactement. un peu raté, mais ce qui donne l'occasion au président Erdogan de faire, j'allais dire, une purge et de reprendre les choses en main, et encore aujourd'hui. C'est ça, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui qu'il va nommer, remplacer les nouveaux chefs des armées. Voilà, il va remplacer les chefs de l'armée de terre, de l'air et de la marine. Ça prend effet aujourd'hui, mais c'est vrai que depuis un an, c'est vraiment table rase du passé depuis le coup d'État qui avait lieu autour du 14 juillet de l'année dernière. Alors je commence par le début, on a oublié à quel point la Turquie a été un État extrêmement puissant. On disait d'ailleurs pas la Turquie, mais l'Empire ottoman, parce que c'était un empire. Vous allez voir cette carte, à certaines époques, ça va, vous voyez, du Maroc quasiment à l'ouest jusqu'à l'Arabie, à peu près tout le Proche-Orient, le Liban, Israël, la Syrie actuelle sont sous domination turque. Et même, vous voyez, en Europe, au XVIIe siècle, ça va jusqu'à Vienne, jusqu'à l'Autriche actuelle. Alors, hélas pour lui, ce monsieur, le sultan Mehmed V, pendant la guerre de 14, choisit le mauvais camp. Il s'allie avec l'Allemagne. Autrement dit, la Turquie est du côté des perdants en 1918. En plus, le régime se distingue par des atrocités que vous connaissez, hein, le tristement célèbre génocide des Arméniens. Il y a aussi d'autres massacres sur d'autres minorités de la Turquie de l'époque, les Grecs, les Assyriens, etc. Donc en 1918, l'Empire ottoman ayant perdu la guerre, il va perdre une grande partie de son territoire. La Turquie va être démembrée. Alors vous voyez ici, en bas à droite, le rose et le rouge, c'est la France et la Grande-Bretagne qui prennent une partie du territoire ottoman. Et puis il y avait même des projets, vous voyez, en bleu ciel, c'était le Kurdistan qui devait être créé. Finalement, il n'a pas été créé, mais enfin, c'était vraiment à deux doigts. Et puis à gauche, en bleu foncé, c'était la Grèce qui devait s'étendre au détriment de la Turquie. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais la Turquie a quand même perdu énormément de territoire par rapport à l'Empire ottoman. Alors là, on arrive à la période qui nous intéresse, le XXe siècle. Jusqu'à aujourd'hui, ça va être un aller-retour tout le temps entre laïcisation et puis des régimes au contraire plutôt religieux. Vous connaissez le grand homme de la Turquie, vous atterrissez à l'aéroport Atatürk à Istanbul. Voici Atatürk, le père des Turcs, c'est Mustafa Kemal, son nom de naissance, mais il va supprimer dans les années 20 et 30 les vieilles institutions monarchiques. Il n'y a plus de sultan, la Turquie devient une république, et il modernise de manière incroyable la Turquie, même la langue turque qui s'écrit jusque-là en caractère arabe pour des raisons religieuses, elle va désormais s'écrire en caractère latin, notre alphabet. De même, il supprime l'islam comme religion officielle, ce qui va changer beaucoup de choses, notamment pour les femmes. Pour les femmes, un gros progrès de la condition féminine. Vous voyez, les femmes turques ici, dans les années 60, mais elles ont le droit de vote dès 1934, c'est-à-dire avant les Françaises. La polygamie est supprimée, l'école devient obligatoire. Bon, Atatürk est un président autoritaire, il faut bien le dire, mais vraiment, jusqu'à sa mort en 1938, il modernise énormément son pays, qu'il fait sortir quasiment du Moyen-Âge pour certaines normes sociales. Seulement une fois qu'il est mort, ça va devenir un peu des allers-retours, comme je vous le disais. Les forces religieuses, traditionnalistes reprennent du poil de la bête. Et puis l'armée très populaire en Turquie va parfois faire des coups d'État pour rétablir la laïcité. Vous allez voir, par exemple, en 1950, l'un des premiers présidents après Atatürk, c'est lui, Celal Bayar, qui est pro-religieux et qui va donc laisser grignoter peu à peu la laïcité. Donc en 60, il est renversé par l'armée pour rétablir la laïcité. Mais aux élections suivantes, rebelote, le gouvernement élu est à nouveau plutôt islamiste, donc encore coup d'État militaire. Je vous passe les détails, hein. Il y en aura en 71, en 80, en 97, à chaque fois, coup d'État militaire.
puis des élections démocratiques qui mettent au pouvoir plutôt des islamistes, qui commencent à islamiser et hop, coup d'État militaire, vraiment plusieurs fois, jusqu'à l'année dernière. C'est exactement la même chose parce que c'est le même processus avec Recep Erdogan. Recep Erdogan qui est élu maire d'Istanbul en 1994, puis il devient Premier ministre, puis président. Alors là, c'est du délire. Hein. Il se fait bâtir un palais complètement délirant à Ankara que vous voyez sur ces images. Et puis, réislamisation. Alors lui, il va beaucoup plus loin dans les universités, ce qui est vraiment une pierre d'achoppement en Turquie. Il réautorise, vous voyez, le voile dans l'université, alors que c'était interdit. Il déclare que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Il instaure un régime autoritaire. Et il va même jusqu'à dire, regardez, que son exemple de président, c'est Adolf Hitler. Ouais. Alors ensuite, il dit qu'il ne l'a pas dit comme ça. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus de liberté de la presse, par exemple, en Turquie. Il n'y a plus qu'un seul journal à peu près indépendant qui s'appelle Cumhuriyet, qui se prend procès sur procès. Et puis attention, il ne risque pas un an de prison. C'est plutôt 10 ou 20. Vous savez qu'on a un journaliste en ce moment. Exactement, j'allais y venir. Lou Bureau, qui est en prison pour avoir osé faire un reportage sur les Kurdes. Simplement pour ça, on est accusé tout de suite de trahison, de complot. Derda à Moscou a plus de liberté. Etc. Hein. Oui. Et alors, le coup d'État raté de l'an dernier a permis au président Erdogan d'aller encore plus loin dans la mise au pas, puisqu'il a dit vous voyez, je suis menacé d'un coup d'État. Donc, il y a eu 50 000 arrestations depuis en Turquie. Et c'est quoi son obsession à lui? C'est d'effacer le souvenir d'Atatürk? On ne sait pas. En tout cas, c'est un président. Alors lui se dit démocrate islamique, comme il y a des démocrates chrétiens en Europe. Il dit vous voyez, on fait exactement la même chose que les Européens. Mais ce qui est certain, c'est qu'un démocrate chrétien, comme par exemple Mme Merkel en Allemagne, ne supprime pas les journaux. C'est un peu la différence, voilà. Si vous voulez. Elle ne dit pas que la femme n'est pas l'égale de l'homme non plus. Merci Frédéric. On passe le Bosphore. Petite consonance flamande, Dwarmlift. Oui, je dis on revient en Europe pour parler culture européenne à l'occasion du centenaire de la révolution russe, donc soviétique aussi, puisqu'on est rentré dans ce truc-là. On a une super expo. Il y a une expo, effectivement. Alors moi, je vous emmène au pied de l'Atomium, vous savez. Oui, c'est à Bruxelles. À Bruxelles, exactement. Il y a un musée, c'est le musée du design, l'Adam Museum, qui présente une exposition pour commémorer, effectivement, ce centenaire de la Révolution russe. Alors, je vous fais un petit résumé. Il y a 100 ans, en février 1917, des ouvriers d'une usine de Pétrograd sortent dans la rue pour manifester. Pétrograd, qui était donc la capitale, anciennement, donc aujourd'hui, c'est Saint-Pétersbourg. Après avoir été Leningrad. Ils sortent manifester pour réclamer du pain et du travail. S'en suivent des manifestations, un bain de sang, Nicolas II qui abdique. On met un gouvernement en place, provisoire. Ce gouvernement est à nouveau renversé par les bolcheviks. Et ça, c'est la révolution d'octobre. Alors, l'Empire Romanov a disparu à ce moment-là, mais cette révolution a donné naissance aux bolcheviks d'un côté et Lénine, et de l'autre côté a donné naissance aussi à Staline, qui est très important pour les Russes. Alors, il y a des expositions qui fleurissent un petit peu partout en Europe et dans le monde pour commémorer ce 100e anniversaire, dont celle-ci au Design Museum, puisque nous allons parler de constructivisme. C'est un mouvement artistique qui a duré que 10 ans, entre les années 20 et les années 30. Mais très productif. Voilà, c'est un mouvement artistique qui s'est juste exprimé sur papier et qui laissait place au design plus qu'au texte. D'ailleurs, le texte avait pratiquement disparu. Et ce régime communiste a été le premier à prendre conscience que justement le constructivisme pouvait servir d'outils de propagande pour véhiculer ses idées. Oui. Et c'est ce que cette exposition va vous montrer. Et donc, je vous propose d'aller à Bruxelles. Propaganda subliminale. Le constructivisme, c'est une forme nouvelle d'art, de vie, de pensée, de politique. Le constructivisme voulait s'attaquer à tous les domaines, l'architecture, la peinture, la sculpture. Et c'est dans le papier qu'il y a eu la plus grosse production, la plus grosse réalisation et la plus grosse conservation. Le pouvoir communiste a compris l'importance et le pouvoir du papier. Donc c'est investi massivement dans la production de supports papier, plutôt bon marché, destinés à éduquer une population totalement illettrée. Le principe de base qui était l'éducation a bien sûr viré assez rapidement en endoctrinement. Ces artistes n'ont pas été enrôlés, ces artistes se sont donnés corps et âme pour un mouvement auquel ils ont cru, pour une idéologie, pour un monde meilleur, pour une société nouvelle. Le
début des années 20, c'est la publication d'un manifeste qui s'appelle Constructivisme. Et en fait, c'est la première fois qu'on retrouve inscrits et formulés tous les principes du constructivisme et particulièrement la typographie. L'utilisation du bold, de différentes polices de caractères, de couleurs, de fonds. Petit à petit, le visuel qui englobe le texte devient même concurrent du texte. Viennent ensuite le photomontage et le collage. Par exemple, en 1923, il y a un exemple très intéressant, c'est la publication d'un poème de Maïakovski, vraiment le poète de la Révolution. C'est la photo de la compagne muse de Maïakovski, Lily Brick, qui est la sœur d'Elsa Triolet, pour la petite anecdote. On est dans l'illustration et pas dans la récupération pour le message, pour la beauté simplement. Et on va glisser très très vite, avec la mort de Lénine, à l'utilisation iconographique en fait du photomontage, qui devient lui une mise en scène de la réussite économique, industrielle, politique du pays. Le constructivisme, c'est vraiment l'essor de la modernité. Le cubisme en musique, par exemple, le mouvement punk, le street art même. Ce qui est assez intéressant finalement sur le constructivisme, c'est qu'il a une durée de vie très courte, mais en fait c'est la source d'inspiration de tous les mouvements d'art contemporain et moderne du XXe et du XXIe. Oui, vous avez raison, Myriam, de nous faire un petit rappel historique, effectivement, parce qu'il y a eu une révolution sanglante, mais il y a eu une production artistique incroyable, dont on s'inspire encore aujourd'hui. Alors, le 100e anniversaire de la Révolution inspire énormément les musées, d'artistes, les grands musées. Alors, cette exposition là qu'on vient de voir s'appelle Revolution Paper, la révolution du papier, bien évidemment. Il y a les musées d'art moderne de Berlin et de New York qui ont déjà commencé. Il y a la Royal Academy de Londres qui a fait une exposition sur ce centenaire. Et puis, en ce moment, au musée de l'Ermitage à Amsterdam, il y a une exposition qui se consacre donc au Romanov et à la Révolution. L'Ermitage, c'est une annexe du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Exactement. Il y a le 8 novembre à la Tate Moderne, il va y avoir une grosse exposition qui s'appelle l'Étoile rouge au-dessus de la Russie. Il y a l'Hôtel national des Invalides, bien évidemment, qui fait une exposition autour de ce centenaire. Et puis donc, cette exposition à la Dame Museum de Bruxelles. Vous avez vu, vous êtes venu en jaune, je ne vous ai fait aucune réflexion, Merci. mais c'est, je crois, devenu une mode sur Nous ce plateau ce matin. Avec Regardez, elles sont là, voilà. C'est l'uniforme. Allez, c'est génial. Le jaune avec le sourire. S'instruire, oui, on est mercredi, on va manger du canard. Exactement, et quelques dessins. Alors on commence tout de suite par celui de Lefred Touron. Vous savez que le sommet de l'État, on est en plein séminaire de motivation. Soyez plus présents, communiquez, n'hésitez pas à vous déplacer dans les médias, dit Emmanuel Macron au ministre. Même ceux qui posent des questions, demande l'un des ministres. Mélenchon, il en est pas mal question en ce moment parce qu'on va dire qu'il incarne en quelque sorte l'opposition. Il était récemment à Marseille. D'où ce dessin de Bouzard. Jean-Luc Mélenchon promet du combat et pas de blabla. D'où cette sortie d'un militant. C'est un peu dommage de se priver de nos points forts, non ? Alors, les politiques qui deviennent chroniqueurs à la radio, à la télé, Guénaud, Filippetti, Raffarin, Garrido, Ganzer, tous chroniqueurs. Faute de mieux, on prend le 4e pouvoir, dit ce dessin de Pancho. Et tout ça me rappelle un tweet d'un de nos éminents confrères, c'était il y a 2 ou 3 jours. Il disait « Politique battue, ils vont tous intervenir dans des émissions de journalistes qui n'ont rien vu venir, ça va être bien. » Ils n'ont pas pris le pouvoir, on leur a donné. Alors, dessin dans le canard, mais rendons hommage aussi aux dessinateurs du monde, parce que j'en ai trouvé 2 splendides hier. Alors, il y en a un, évidemment, Plantu, on le connaît, mais celui-là est particulièrement réussi. Vous savez que Macron a adopté un chien, qui s'appelle Nemo. Donc, le nonos, il le lance, et tout le monde court derrière. Bon. Et puis, alors, il faut savoir que c'est vrai qu'il m'a fait hurler de rire. Il est un peu compliqué, vous allez voir, mais bon, voilà. Certaines banques, vous savez, notamment le Crédit du Nord, vont tester ce qu'on appelle la reconnaissance vocale pour l'accès aux services à distance. D'où ce dessin. 7, 1, 0, 2. Et là, vous avez le répondeur qui dit « Désolé, authentification vocale impossible. Veuillez répéter distinctement votre phrase d'identification pour accéder au code. » Et là, c'est un hold-up. Voilà, bon. Avec le changement de ton 7. À l'oral, ça le fait un peu moins, mais je vous promets, quand vous tombez dessus, d'ailleurs, vous venez de le voir, il est très drôle. Voilà. Dessin de... Ah, j'ai noté, parce que je ne connais pas très bien ce dessinateur. Je ne peux pas vous aider. Écoutez, le nom du dessinateur est sous le dessin. Donc, voilà. À surveiller.
Alors, toute autre chose maintenant. Mireille d'Arc, elle vous a tant aimé, venez nombreux, je vous en prie, lui dire au revoir. Ainsi parle Pascal Després, l'époux de Mireille d'Arc. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait foule vendredi à 11h, puisque c'est vendredi à 11h en l'église Saint-Sulpice qu'aura lieu l'enterrement et l'inhumation se passera au cimetière de Montparnasse. Donc la cérémonie, 11h, Saint-Sulpice. Ni couronne, ni coussin, que des bouquets. Elle met par-dessus tout les fleurs blanches, dit le faire-part. Donc si vous y allez, évitez les couronnes, plutôt le bouquet de fleurs blanches. La belle histoire du jour. Alors la directrice du musée d'art naïf de Laval rentre il y a quelques jours de vacances. Sur son bureau, qu'est-ce qu'elle trouve? Un paquet. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre le paquet. Et là, un tableau du douanier Rousseau. Et elle se dit, mais qui m'envoie ça? Qui m'envoie ce fameux paysage de pêcheur, accompagné d'un certificat d'authenticité? Elle ne sait pas, il y a une petite lettre à côté. Donc elle ouvre le courrier, et là, il y a une lettre anonyme, guillemets, hein. J'ai été désappointé par le fait que le musée ne possède que 3 œuvres d'Henri Rousseau, dit le message, Henri Rousseau natif de Laval. Je suis quelqu'un d'âgé, je n'ai pas d'héritier. Aussi ai-je décidé d'offrir à votre établissement paysage avec pêcheur. Je souhaite que ce don reste anonyme. Et terminé. toc. Ouais. Alors le musée invite le bienfaiteur à se faire connaître en disant on garantira votre anonymat. On verra. C'est juste pour dire merci, quoi. Oui, pour dire merci. Alors, le tableau est quand même parti au musée d'Orsay pour authentification, même s'il y a un certificat. Je rappelle que le musée de Laval fête cette année ses 50 ans. Franchement, c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait espérer. C'est un musée, là, le musée d'art naïf de Laval, qui a 35 000 visiteurs par an. Donc, c'est quand même. Voilà, il y en aura un petit peu plus avec ce tableau. Merci beaucoup, Patrice. Sur le web, sur la toile, Olivia, on parle du papier et des Inrocks. On parle des Inrocks, nouvelle formule qui débarque aujourd'hui avec cette couverture. Elle est signée par l'artiste contemporain JR. On y retrouve les Montréalais du groupe de rock Arcade Fire qui sont rédacteurs en chef de cette édition spéciale. Mais il n'y a pas que la formule papier qui change. Le site a lui aussi été complètement repensé. On ne retrouve plus du tout les mêmes couleurs. Regardez, ça y est, il n'y a plus de orange. Il est là, mon site sur l'ordi. Et puis, les réseaux sociaux ont eux aussi fait peau neuve. Et sachez qu'aujourd'hui, des concerts d'artistes coup de cœur du magazine auront lieu dans des kiosques à journaux parisiens. Si vous passez par là, vous aurez de la chance. Et puis sinon, c'est pas très grave puisque tout sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux du journal. Si vous voulez faire une pause concert cet après-midi, vous savez où aller. Merci Olivia. Olivia qui est en train de surfer sur le web. On a beaucoup parlé ces derniers temps d'un rayon de supermarché allemand, je crois, c'est ça, non? Oui, ces derniers jours, un supermarché de Hambourg a fait une action coup de poing. C'était le week-end dernier. Pour dénoncer la xénophobie ambiante, il a enlevé de tous ses rayons tous les produits étrangers. Résultat, c'est un peu vide, évidemment. À la place, les clients ont pu trouver des petites pancartes. Nos rayons sont tristes, sans variété, c'est si vide. Une étagère sans étrangers. Image. Comment? C'est incroyable. C'est incroyable, hein. C'est vide. C'est vraiment coup de poing parce